On part au salon du véhicule d'aventure. On s'est fait prêter un camion par des petits jeunes, Amandie et Nico. Alors c'est drôle parce que on retrouve nos réflexes d'Oscar. Donc Manu cherche le frein à main gauche. La première ici. La première en bas parce que sur le nôtre les vitesses sont inversées. Donc c'est rigolo. On est super contents de se retrouver en camion. Donc là il y a tout le matériel pour le salon. Et voilà. Par contre, ça nous change un peu l'Afrique parce que y a plein d'embouteillages. Grâce à l'arrivée de Il n'y a personne qui veut qu'on garde nos masques, non? Ça gêne personne? Poser comme ça la question amène la réponse. Bon, alors on est l'équipe de À notre tour, Isabelle et moi. C'est plutôt moi qui ai préparé la présentation, donc anciennement je suis prof, maintenant je suis pré-retraité, mais avant j'étais prof, alors j'ai fait beaucoup de diaporamas comme ça de présentation PowerPoint de ma vie. Je vous propose un plan en gros en 2 temps, une demi-heure exposé plus ou moins. On va s'appuyer un peu sur quelques photos et sur quelques vidéos, mais légèrement parce qu'on sait que les conditions ne sont pas très propices. Si vous voulez aller voir des bonnes photos et des bonnes vidéos, on a beaucoup de sources, on communique beaucoup, on a une chaîne YouTube, on a des albums Google, photo Google à n'en plus finir. Donc vous avez la possibilité, si vous êtes intéressé, d'aller aux sources directement. On va plutôt faire quelque chose sous forme un peu interactive et on va commencer par un exposé de notre projet. Ce projet 2020-2023, c'est un projet avec un véhicule d'aventure. Et on avait déjà fait un tour du monde en tant que routard, donc on est en mesure de comparer un petit peu les 2 expériences. On va insister un petit peu sur le véhicule, donc 8-10 minutes à chaque fois, et puis on va focaliser sur ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire le voyage 2020, qui s'est produit pour nous en Afrique australe, donc on revient là d'Afrique du Sud. On a eu une expérience en Namibie, au Botswana et en Afrique du Sud. Puis bien sûr on répondra à vos questions. Donc j'enchaîne. Alors, on va se présenter un petit peu. Je vais te donner le micro pour que tu te présentes, ou je nous présente tous les deux. On est des sortes de pré-retraités. Isabelle et moi, on a 53 et 56 ans respectivement. On s'est donné les moyens de, vivant relativement modestement, d'anticiper un petit peu la retraite. Donc on a une sorte
de trou de 10 ans entre la fin de notre activité professionnelle et le début de la vraie retraite, quand on pourra la liquider. On a un petit peu de rente immobilière, mais surtout on vit assez modestement. C'est très important en fait pour mettre à exécution ce projet qui est le nôtre de voyage au long cours. On a été des bons petits soldats de l'économie pendant 30 ans. On a eu un seul employeur. Isabelle a été directrice de crèche. Et moi, j'ai été professeur dans une école de commerce de l'Ouest. D'ailleurs, je viens en en régional de l'État, puisque j'étais à Nantes pendant 30 ans. On avait le projet. Alors, je pense qu'un point commun de tous les voyageurs, c'est que le succès d'un voyage et même la raison d'être d'un voyage s'explique beaucoup par l'équipe qui voyage. Que ce soit un couple jeune, un couple plus âgé, une famille, ou alors un couple avec un chien ou avec un véhicule, il faut qu'il y ait une cohérence d'ensemble. Et nous, notre cohérence, en fait, c'est qu'on est un couple remarié et qu'on avait chacun 2 enfants et que la vie de couple remarié n'a pas toujours été facile et qu'on a vu assez vite, parce que ça fait 25 ans qu'on vit ensemble, même si on s'est mariés l'année dernière, les données sont posées à partir du moment où on a des enfants, on connaît leur âge. Et si tout va bien, ils vieillissent normalement. Et donc on a vu, nous, que nos enfants seraient grands, tous ensemble, parce qu'ils ont presque le même âge, on a 4 enfants. On s'est dit qu'ils seraient grands en 2016. Et dès 2008, je crois, non, 2004, que je ne me trompe pas, enfin 12 ans avant 2016, vous me faites la soustraction, on s'est dit qu'on partirait bien à ce moment-là, quand nos enfants seraient indépendants. Et ça, c'est une info que je vous donne par rapport à ceux qui seraient tentés de voyager, mais pour lesquels le rêve est un peu flou. Nous, dans notre cas, ça a marché, ça a été un projet de très longue date, pensé en fait comme une forte motivation aussi dans notre vie pour structurer un projet de vie. Et on voyait l'échéance de 2016 loin au début, et j'avais sur mon bureau d'Audencia, j'avais un petit post-it qui marquait, le premier, ça marquait -12, ça veut dire 12 ans avant le départ. Et l'année d'après, j'ai marqué -11, vous voyez à quel point c'était construit dans mon esprit. Et alors, par contre, l'idée d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie en somme, qui s'est incarnée ou concrétisée dans le voyage. Au départ, c'était un voyage en catamaran autour du monde, donc vous voyez, c'était très différent. Et puis, on a acheté une maison de campagne, on s'est installé à la campagne, donc on s'est dit, on va faire en 2 temps un tour du monde en routard en 2016, ce qu'on a fait, pour vérifier la solidité de notre motivation. Et ensuite, on est revenu, on s'est dit qu'on repartirait, et cette fois-ci, avec notre véhicule, parce que, il faut comprendre par rapport à l'itinéraire. Donc ça, c'était le premier voyage en Polynésie. Le premier itinéraire, un tour du monde en routard, c'est un tour du monde qu'on a fait dans ce sens-là, donc de l'ouest vers l'est, et on a insisté sur les zones, là où il y a le petit point, un peu d'Asie centrale, mais beaucoup d'archipels, donc beaucoup de Philippines, Indonésie, beaucoup de zones lointaines comme l'Australie ou la Polynésie. Tous les endroits très loin où on se disait qu'on pourrait aller difficilement après, quoi. Donc, voilà. Et on est revenu par l'Amérique du Sud, on n'a pas touché l'Amérique du Nord. Et on a fait des expériences de vie en van, de van life, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et on s'est rendu compte que ça nous plaisait assez. Et après, quand on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour approfondir, pour compléter, on s'est dit que ce serait bien de refaire l'Amérique du Sud qui nous avait beaucoup plu dans le sens des grands espaces. On a eu de la chance d'être en Patagonie à un moment où il faisait assez beau. Donc c'était parmi les plus beaux souvenirs visuels. Moi je suis un visuel, je fais de la photographie. Donc l'impact de la Patagonie quand le soleil est là, c'est magnifique. Donc on voulait y retourner. Et on s'est dit, on ferait bien l'Amérique du Sud au nord. Et donc ça a donné naissance à un projet qui était de ce type-là. Amérique du Sud au nord. Et puis, compte tenu de contraintes de vie de famille et du fait qu'on s'est rendu compte que sur 12 mois, la première chose, c'est qu'un voyage est fatigant. On s'est dit que le luxe ultime pour nous, ça serait de voyager à mi-temps, c'est-à-dire de voyager suffisamment longtemps, donc par bloc de plusieurs mois, typiquement 6 mois, revenir se ressourcer, voir les enfants, régler les affaires qu'on a à régler en France, parce qu'on a des locations, il faut faire attention aux locataires, un peu de maintenance, et puis repartir chargé à bloc pour la prochaine étape. Donc ça, c'était notre schéma. Donc on s'est dit, on va faire en fait, comme le Tour de France, par étape, 1 étape, 2 étapes. Puis on s'est dit, pourquoi en ajouter d'autres, puisque la question qu'on s'est posée, c'est quel véhicule, là donc on est au salon du véhicule d'aventure, pour ce genre de road trip, il y a quand même plus de goudron que de pistes, dans notre esprit du moins. Donc on n'avait pas besoin forcément d'un véhicule ultra franchisseur, on n'avait pas besoin d'un truc immense, on n'avait même pas besoin forcément d'une propulsion 4x4 de notre point de vue. Et on s'est posé la question, est-ce qu'il faut acheter le véhicule sur place,
ou est-ce qu'il faut tout simplement l'acheter en France ou en Europe, parce que le marché est plus vaste, on a plus le choix, et puis on peut en plus le préparer tranquillement. Donc on a choisi la deuxième solution, acheter en Europe et préparer en Europe. Et du coup, on s'est dit, mais comment on fait en fait pour les transits maritimes? Donc, on s'est posé la question du transfert. Pour nous, le véhicule est un véhicule, vous verrez, un véhicule un peu haut. Donc, c'est pas un véhicule qui rentre dans un container. C'est un véhicule qui voyage en ro-ro, pour ceux qui connaissent, ça veut dire roll-on, roll-off. Ce sont des navires rouliers qui sont spécialisés dans le transport de véhicules roulants, de matériel roulant. Et on a observé qu'il y avait une liaison maintenant entre l'Afrique australe et l'Amérique latine. Et donc ça nous permettait d'ajouter une étape en Afrique australe qui correspondait parfaitement à ce qu'on n'avait pas encore vu et qui nous offrait une promesse de spectacle visuel à la hauteur de ce qu'on attendait. Donc on s'est dit, on ne va pas seulement faire une remontée d'Amérique, on va inclure un segment africain. Et puis ensuite on s'est dit, on va sans doute revenir par l'Asie. Donc voilà le projet. Ça a déjà été fait, l'Afrique australe. C'est de là qu'on revient. Et ça, c'est l'avenir si le Covid nous le permet. Pour l'instant, on est en pleine hésitation. Bien sûr, on ne sait pas si on va continuer l'année prochaine en Amérique du Sud ou si on va rester en Afrique du Sud. Alors, on a beaucoup de supports de communication. Donc, il y a des cartes de visite ici que vous êtes libre de prendre. Il faudrait presque le distribuer. On va les faire passer. Ouais, on peut les faire passer si vous voulez. Tout tourne autour d'un site web. Alors, j'ai dû le mettre en local ici pour pas. Voilà. On a un site web que j'ai construit comme ça, qui explique tout en fait. Ce dont je suis en train de faire le résumé. Et puis il y a une partie, vous voyez, il est en deux couleurs en fait. Ça, c'est l'ancien voyage. C'est très détaillé. À l'époque, on faisait plutôt des carnets de voyage écrits. Donc si je vais regarder par exemple en Indonésie, aux îles Komodo, on va tomber sur le carnet de voyage qu'Isabelle a réalisé à ce moment-là avec des illustrations. Mais on a aussi maintenant, on insiste davantage sur la vidéo. Donc on a une chaîne vidéo. Avant c'était ça notre logo. Voilà. Avant, sur le premier voyage, en fait, on avait un véhicule de voyage particulier qui était une paire de crocs. On a voyagé minimaliste. Donc on avait une dizaine de kilos, tout compris avec notre sac à dos, plus notre équipement. Et là-dedans, on avait le matériel de plongée, de snorkeling, plus la haute montagne. Donc vous imaginez à quel point on était léger. Et pour économiser du poids, on a économisé sur tout ce qui était manteau, chaussures et sacs. Et donc on avait une seule paire de chaussures. En fait, on avait une et demie, puisqu'on avait on fait à peu près la même pointure. Donc on avait chacun notre paire, on avait une paire de secours. Et on est monté à 5000 mètres en croc, occasionnellement en marchant sur la terre. Donc ça c'était le premier. Et le deuxième, il est ici, nouveau départ. Et maintenant on insiste davantage sur la vidéo. Alors, je ne sais pas si elles vont charger parce que là je les cherche en ligne. Mais on a une vingtaine de vidéos sur YouTube. Elles vont arriver, Voilà, elles sont en train de charger tranquillement. Donc il y a beaucoup d'entre vous, pour faire comprendre ce qu'on fait, beaucoup d'entre vous connaissent les Mario Trotter. Et nous, on est un peu les Mario Trotter plus vieux et moins connus. Mais on les connaît un petit peu, on a été en contact avec eux. Ils nous ont interrogés d'ailleurs quand on était en Afrique du Sud. Et voilà, donc on fait cette production. Donc on vous invite bien sûr à aller voir sur le site YouTube. Parce qu'on communique beaucoup. On a aussi un groupe Facebook, on a Instagram, enfin on a tous les trucs de jeunes quoi. Et, on a du mal à gérer, mais bon. Voilà. C'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps et nous on le fait en quelque sorte ultra bénévole parce qu'on n'a pas trop lieu placé, on gagne rien dessus. Et en fait, c'est vraiment Isabelle qui me pousse à le faire parce que 20 heures de travail pour produire une vidéo de 20 minutes, personnellement je ne le ferai pas toutes les semaines. Alors on devrait le faire toutes les semaines, on le fait en fait une fois tous les 15 jours, mais on le fait vraiment uniquement parce que je crois qu'Isabelle a vraiment envie de parler de son voyage plus que moi, contrairement aux apparences, aujourd'hui c'est moi qui parle. Voilà. Alors, on va maintenant focaliser parce que je vérifie le temps, ça peut très bien. Donc on va focaliser sur Oscar. Alors Oscar c'est notre véhicule. C'est nous qui sommes détenteurs exclusifs des droits sur le nom Oscar. C'est pas Greg qui nous a piqué le nom pour ceux qui connaissent pas le jouet. C'est nous.
Et la Ouais, couleur d'appliquer aussi. le nom. On a eu un petit contentieux avec lui parce qu'il a choisi de prendre exactement le même nom alors qu'il nous connaissait. On avait déjà 30 000 vues sur YouTube. Et de faire peindre la même couleur. Et donc voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire. Notre véhicule s'appelle Oscar pour un ensemble de raisons. Ça arrive avec camping-car par exemple, il y a plein d'autres raisons. C'était un petit nom rigolo. Et c'est un LT35 de 30 ans. Donc LT, ça ne parle pas à grand monde sauf aux spécialistes. C'est en fait un véhicule utilitaire qui est le grand frère du transporteur T3. Il y en a beaucoup qui connaissent le vieux combi. Alors le tout vieux combi là, avec le split windows, bon, tout le monde l'a en tête. Le transporteur qui est un peu la version d'après, qui est un peu plus grand, c'est typiquement le véhicule de Van Lifer qui ont un surf sur le côté, ce genre de choses. Et nous, c'est un peu plus grand. Là, je vous montre un écorché parce que la raison du choix de ce véhicule, c'est qu'il était, c'est bizarre, hein, mais c'est qu'il était court. Et pour nous, c'était vachement important d'avoir un véhicule avec un empattement four, parce que ça veut dire qu'il tourne court. Ça veut dire qu'on n'a pas tous les problèmes de poids lourd. En fait, on est comme une voiture en termes de place de parking, donc déjà, ça nous met très à l'aise dans tout ce qui est ville, et aussi, petite piste. On s'engage dans une piste, on ne sait pas si on va aller au bout. Si on doit faire demi-tour, c'est quand même beaucoup plus facile avec un véhicule court. On a je ne sais plus comment ça s'appelle, les angles de fuite, là, avant et arrière, qui sont bons, donc on risque pas de taper, parce que quand on a un véhicule qu'on aménage, souvent la tentation, c'est de rajouter 1 mètre à l'arrière, sauf que du coup, on a des gros problèmes, on n'arrête pas de risquer de taper en fait dès qu'on tombe dans un trou. Donc nous on n'a pas ce problème là parce que étant court, on a des bons angles de fuite avant et arrière et on a un bon empattement donc on tourne court. Alors, puisque la largeur est limitée, là je vais faire mon côté prof, puisque la largeur est limitée, on n'a pas le droit d'avoir un véhicule sur la route qui fasse plus, je sais pas, de 2,20 m de large, je dis n'importe quoi mais ça peut être 2,25 m ou 2,50 m. On est limité en largeur par le droit. On est limité en longueur par le côté pratique que je viens de détailler. Si on veut gagner un peu de volume, il faut monter. Et c'est pour ça que le véhicule il a une forme un peu de boule, il est très, très ramassé. Et ça, cette hauteur, là il y a marqué 2,85, le nôtre fait 3 mètres parce qu'il a été légèrement surélevé. Quelle est la conséquence négative? Enfin, quel est le prix à payer pour avoir un véhicule de ce type-là? Il y en a 2 ou 3 qu'on peut imaginer. Un, le fait qu'on ne peut pas aller dans les parkings limités à 2 mètres, on s'en fout complètement, on n'est pas en Europe. Donc on élimine ça. 2, ça coûte un peu plus cher en carburant parce que forcément, on a plus de prise au vent, donc on consomme plus, c'est juste mécanique. C'est pas un gros problème, on a un châssis qui est large, la prise au vent latérale n'est pas un gros problème à l'usage, donc on accepte ce handicap. Et 3, et c'est plus important, on ne rentre pas dans un container. Donc quand on fait des traversées transocéaniques, vous vous rappelez qu'on en a plusieurs, ici, on doit traverser l'Atlantique ici, une deuxième fois l'Atlantique Sud, et encore le Pacifique ensuite, eh bien, on ne peut pas passer sur un porte-container. Or, des porte-containers, il y en a partout sur toutes les routes maritimes du monde, mais des transporteurs de véhicules RoRo, il y en a beaucoup moins. Eh bien, c'est un inconvénient qu'on a choisi d'accepter en contrepartie de ce que nous offrait cette hauteur, c'est-à-dire cet aménagement avec un lit ici, qui est un lit coulissant. Là aussi, ceux qui ont l'expérience du voyage en véhicule en général savent qu'un lit quasi permanent, c'est quand même drôlement pratique. Et nous, il n'est pas permanent, mais il est quasi parce que en fait, les draps, les couettes restent là. Donc c'est. On a juste à tirer le soir quand on veut se coucher, quoi. C'est super pratique. Et même si on le tire, celui qui serait levé en premier et qui serait en train de travailler sur les vidéos YouTube pendant que d'autres poursuivent leur nuit, il peut se mettre là tranquillement assis au carré. Voilà, et avoir accès à la cuisine. Alors il y a un plan, je crois qu'on voit sur le plan suivant, ça c'est l'écorché latéral. Vous voyez, de haut ça donne ça, on a des sièges qui ne sont pas tournants. On gagne beaucoup de place en n'ayant pas de nez. Vous voyez, maintenant un véhicule comme ça serait plus ou moins interdit pour des raisons de crash test, d'après ce que j'ai compris. C'est le même choix d'ailleurs que Anatole et Marion des Mantrotteurs, quand ils ont un L300, en fait ils n'ont pas de nez, donc en fait ils gagnent de la place ici. Le moteur il est plus ou moins entre les sièges. Et nous, on vit ici dans quelque chose qui s'apparente beaucoup à un carré, comme on trouve dans les voliers par exemple. Hein. Donc ça se déplie dans tous les sens, ça peut faire un lit d'appoint, mais c'est la base aussi avec la table qui peut se retirer. Et puis on a un petit coin douche, on a opté pour des toilettes sèches, et on a un petit coin cuisine. On a donné la priorité au réfrigérateur, donc on a un frigo à compression d'assez grande taille par rapport au volume, c'est un top normal, quoi. Il fait 100 litres. Donc c'est assez grand. Ça nous donne un confort de vie qui est assez proche de ce qu'on a en fait dans un petit studio, quoi, on va dire. Et tout ça marche avec,
j'ai accordé pas mal d'importance à l'électricité, en fait, disons à l'autonomie et donc à l'autonomie électrique. Donc on a pas mal de panneaux solaires. Alors là, je ne peux pas montrer d'illustration immédiate, mais imaginez que vu du haut, on a couvert les 2/3 pratiquement du toit en panneaux solaires, qui sont des panneaux flexibles. Donc on a peu de prise au vent. On a un rendement qui est un peu plus faible qu'avec des panneaux qui seraient montés sur une plaque. Mais comme on a 300 watts de puissance maximum, on utilise beaucoup moins en général. Et donc c'est un choix qu'on ne regrette pas du tout. Et on alimente donc notre frigo avec ça, principalement. Bah là, en 6 mois, on ne s'est pas branché une seule fois. Nulle part. Non, voilà, donc dès qu'on arrive quelque part, que ce soit dans un camping, souvent vous avez des tarifications qui sont différentes selon que vous avez besoin d'électricité ou pas. Nous, en fait, quand on nous demande mais vous avez besoin d'électricité, on dit ah oui c'est vrai, il y a des gens qui ont besoin d'électricité, quoi. Nous, on ne se pose jamais la question. Pour nous, c'est une niette tout de suite. On a 200 litres d'eau aussi, ça nous donne une assez grande autonomie. Voilà, donc ça c'est la présentation d'Oscar. Je crois qu'on est à peu près dans les temps, tout va bien. Ça, je vais laisser passer. Ah, parce que je voulais mettre une vidéo en fond. J'ai oublié de mettre ça. Je me souviens plus, j'ai préparé À 3h du matin. Voilà, et puis j'ai un peu oublié depuis. Bon, alors ça c'était. Maintenant je vais focaliser sur la troisième partie, avant la partie questions-réponses, sur plutôt ce qui était prévu. Donc ça, c'est pas ce qu'on. Ah si, non, pardon, ça c'est ce qu'on a fait effectivement. Donc c'est pas tout à fait ce qui était prévu. On s'est adapté en cours de route. Donc on est arrivé en Afrique du Sud, c'était en janvier de l'année dernière. On s'est bien synchronisé. Pardon, 2020. On s'est bien synchronisé avec l'arrivée du bateau parce que, alors certains croient que quand on envoie son véhicule en RoRo, on est forcément sur le bateau. Non, on peut l'être sur certaines traversées. Sur le plan économique, c'est en général pas rentable, mais ça peut être une expérience de voyage très intéressante, bien sûr. Mais ça coûte plus cher d'être sur le bateau que d'être dans un avion. Alors nous, on l'a fait, on l'a envoyé en partant du port de Zeebrugge. Alors même que notre maison de campagne actuellement, elle est juste à côté du Havre, donc le bateau s'arrêtant au Havre, vous allez me dire pourquoi vous n'avez pas envoyé du Havre? Ben, simplement parce que le port du Havre n'a pas une très bonne réputation. Il n'y avait pas de départ. Alors on ne sait pas trop, on n'a pas trop insisté, ouais. On a du mal à trouver un transitaire local, et puis nous, je ne sais pas qu'on soit trop conscient des risques hein, pour faire ce qu'on fait. On n'est pas non plus des super aventuriers d'extrême, mais le risque, on le traite toujours de manière un peu dialectique. On accepte une certaine part de risque. Ceci dit, pour le transfert hein, du véhicule en bateau, on voulait quand même plutôt jouer la sécurité, donc éviter qu'il y ait du vandalisme. Ça nous aurait peiné en fait qu'il y ait du vandalisme sur le bateau. Donc on avait opté pour une ligne directe, donc le bateau ne s'arrête pas en Afrique de l'Ouest. Et le point d'arrivée était le port de East London, et au départ on pouvait partir de Southampton ou de Zeebrugge. On a préféré partir de Zeebrugge, et on a suivi à ce moment-là le parcours du bateau, puisque les grands navires sont munis de puces GPS, en fait ça s'appelle les balises AIS si je ne me trompe pas. La balise a très bien marché pendant un certain temps, puis s'est éteinte à peu près au large du Liberia. On s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? On a flippé un petit peu pendant 2 jours. Plus que ça, une semaine. Parce que là, en fait, l'année précédente, et il y avait je pense qu'Olivier Sauzereau, il était là l'année dernière. Il avait perdu son véhicule en fait dans un accident de bateau. C'est rare que les bateaux coulent, mais ça arrive. Alors nous, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Alors on a contacté au bout de 2-3 jours comme ça sans nouvelles, parce qu'on suivait toutes les 10 minutes l'avancée, parce que c'est un petit jeu. Puis là, plus rien pendant une journée, 2 journées, 3 jours, on se dit bon, on a quand même envoyé un mail au transitaire, et puis il nous a dit non, c'est normal, ça arrive en fait, parce que pour des raisons de piraterie, parfois les navires débranchent. Et puis il est réapparu juste à la date prévue, juste au large de là où c'était prévu. Nous on avait déjà pris notre avion, on l'attendait, donc on s'est synchronisé à 2 jours près, on a retrouvé notre véhicule, puis on a commencé le voyage. On a commencé le voyage, on a un peu improvisé l'itinéraire. Pour nous, l'Afrique du Sud au début c'était une contrainte, parce que si on avait été entièrement libre de notre choix, on serait peut-être plutôt arrivé par Windhoek, mais la double contrainte RoRo et pas d'arrêt en Afrique de l'Ouest nous avait amené à arriver à East London. Donc c'était une contrainte pour nous de faire cette route-là, mais finalement on a bien aimé. On s'est un petit peu vite éloigné de ce qu'on appelle la Garden Route, qui est ici la route, on va dire, un peu touristique haut de gamme qui mène au Cap. On est rentré plus dans des zones un peu désertiques du Karoo, donc c'est une brousse un peu sèche. Et puis on est passé une première fois en Namibie, on est repassé par un parc ici que certains connaissent, le KTP, qui
qui est un parc transfrontalier qui est plutôt un parc sec, avec des, on est ici à la limite du désert du Kalahari. On a passé un petit peu de temps en Namibie, on est rentré au Botswana, on a appris le mot, on ne disait pas Covid à l'époque, on disait coronavirus, on a appris le mot coronavirus quelque part par là. Pour la première fois qu'on a été testé en fait par un système de température, bizarrement c'était à la frontière ici, on était quoi, même pas en mars, si, on était en mars, quelque chose comme ça, enfin, Fin février. Fin février, déjà ils étaient munis de mesures de température, c'est drôle. On a continué tranquillement par là, et quand on était du côté de Gaborone, ici, la capitale du Botswana, on a commencé à penser que ça devenait un peu sérieux côté Covid, puisque les frontières, enfin les autorités s'apprêtaient à fermer les frontières. Donc là, on a été mis face à un choix qui était un peu un choix cornélien. Est-ce qu'il fallait rester au Botswana ou est-ce qu'il fallait passer la frontière? On a choisi de passer la frontière de l'Afrique du Sud le jour, enfin la veille de la fermeture des frontières, à minuit moins 10. En fait, on stationnait dans un petit campsite à côté de Gaborone, on était à peu près à 1 heure de route. On a appris la nouvelle à 10h le soir, on s'est dit non, on repart, en fait, on ne prend pas de risque, on va en Afrique du Sud, puisque la porte de sortie évidente, c'était l'aéroport de Johannesburg, au cas où ça tournait vinaigre. Alors on est rentré là, du côté de Johannesburg, on a commencé à rencontrer des voyageurs qui pliaient bagages, qui rentraient, et pourtant des gens qui voyageaient au long cours, c'est-à-dire qui avaient tout vendu pour acheter un véhicule, qui voyageaient avec leurs enfants, donc pour lesquels c'était très lourd le prix du retour, mais qui acceptaient de payer ce prix en vertu du fait qu'ils pensaient que la situation était vraiment sérieuse. Nous, on était plus insouciants. On a continué un moment vers le parc Kruger ici, et puis on a appris que le pays allait être mis sous quarantaine en fait à ce moment-là. Donc on s'est dit, on pourra de toute manière pas rentrer dans le Kruger, c'est interdit. Le parc Kruger, c'est le plus grand parc, hein. C'était une des raisons pour lesquelles on était en Afrique australe. C'était pour passer beaucoup de temps dans le parc Kruger. On était aux portes du Kruger quand on a décidé de rebrousser chemin. À ce moment-là, on est rentré près de Pretoria, on a rencontré des gens. Alors, l'Afrique du Sud est un pays intéressant pour les voyageurs un peu aventuriers parce qu'il y a beaucoup de gens qui... on rencontre beaucoup de baroudeurs, quoi. Et il se trouve que le petit camping qui nous accueillait près de Johannesburg était tenu par un Hollandais qui avait plusieurs fois traversé l'Afrique avec des camions, donc il connaissait la musique. Et il nous mettait en sécurité, il connaissait le pays, il connaissait les risques, il avait un point de vue qui était un point de vue raisonnable sur la situation. Donc on s'est mis à l'abri là, et puis on a commencé à être en contact avec l'ambassade de France qui nous a dit il faut rentrer absolument, vous n'avez pas le choix, on vous oblige. On a essayé de rentrer 2 ou 3 fois, on a plié complètement, enfin c'est pas facile de mettre un camion entièrement à l'arrêt, de faire toutes ces valises, de se dire on repart pour une durée indéterminée, et pourtant ça on l'a fait 2 fois, sur la demande, la requête de l'ambassade de France. Les 2 fois pour rien, parce que les avions étaient pleins, et contrairement à ce qui nous était dit, en fait, il n'y avait pas de moyen de négocier sur place, ou je ne sais pas quoi. Donc au bout d'un moment, on dit, il y en a marre, on ne croit plus les autorités, et on juge de la situation par nous-mêmes. On a eu bien sûr un peu peur que la situation tourne, par exemple, aux émeutes de la faim, ou aux émeutes raciales, donc dans l'Afrique du Sud. C'est une population qui est armée. Hein, le 26 mars, il y a eu le confinement donc à minuit, plus de vente d'alcool, plus de cigarettes. On s'est dit ça va tourner vinaigre, et en fait non. Ils ont été vraiment, parce qu'ils viennent juste d'être déconfinés. Hein. Interdiction de passer d'une province à l'autre. C'était un des confinements les plus durs en fait qui ait eu lieu dans le monde, parce qu'il y a eu alors pour des raisons prétendument sanitaires, il y a eu interdiction de vente d'alcool et de cigarettes, parce qu'on disait que c'était des risques de contamination par l'échange de mégots et de verre. Mais en fait, il y avait des raisons moins avouables derrière qui tiennent à la corruption et en fait à l'intérêt du marché noir. Parce que finalement, tous les fumeurs ont continué à fumer, simplement ils n'achetaient plus au tabac du coin, ils n'avaient plus le droit, ils achetaient au marché noir et ça enrichissait donc les intermédiaires du marché noir. Voilà. Et donc on a jugé par nous-mêmes, on a eu peur que ça tourne mal, et on s'est rendu compte que le gouvernement sud-africain tenait bien la situation, en termes de sécurité du moins, et que finalement les populations étaient plus dociles qu'on aurait pensé. Non, c'est que je comprends parce qu'il y a du monde. Les populations étaient plus dociles qu'on aurait pensé, bref, tout se passait finalement relativement bien. Et puis tout le monde est parti autour de nous en fait, on était les derniers, le dernier mohican. On était les rebelles. Voilà, et on s'est senti bien dans cette situation-là, d'être les derniers. On a été très bien considérés par la population locale qui nous entourait. D'abord,
Arnaud, qui tient un camping où on était ravi qu'il y ait encore quelqu'un, parce que lui, tout seul, il va commencer à sombrer dans la dépression et dans l'alcool. Donc, on était là, après c'était une affaire d'homme, on a rencontré un pauvre Sud-Africain qui était là, hébergé avec nous, qui avait perdu son emploi, qui disait surtout dès que je meurs, jetez mon corps au fossé. Enfin, c'était triste. Le problème là, c'est qu'ils ont fermé le pays vraiment ils nous ont laissé 3 jours avant de fermer, donc le 26 mars, et là-bas il n'y a pas d'allocation chômage, il n'y a rien. On leur a dit demain c'est fini. Donc le pays est vraiment dans des conditions. C'est dur, ouais. Et puis donc il y a cette inégalité blanc-noir, riche-pauvre qui est quand même présente c'est la réalité de l'Afrique. Et donc, et finalement, au bout de 2 ou 3 mois, la situation s'est un peu éclaircie. On a vu une porte s'ouvrir parce qu'on s'est rendu compte d'un confinement total, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas bouger du tout, on a pu bouger un petit peu. Donc on s'est d'abord déplacé vers un endroit où il y avait plus d'animaux, parce que dans le camping où on était près de Pretoria, il y avait des oiseaux, mais il n'y avait pas par exemple, il n'y avait pas d'antilopes. Alors rien que le fait de voir des antilopes, des impalas, on était super contents. Donc on a pu faire 20 km pour être dans une ferme d'antilopes et c'était super parce qu'on avait des antilopes et d'autres oiseaux, des martins pêcheurs, etc. Et puis nous, notre trip, c'est quand même aussi un trip animalier, photo animalière. Donc dès qu'il y a même de la petite faune, on est content, quoi. On photographie une grenouille, c'est super. On peut passer des heures là-dessus. Et ensuite, un peu plus spectaculaire, on a envoyé des mails partout, en gros pour savoir qui rouvrait en premier. On a eu un sanctuaire où il y avait des lions qui étaient sortis des circuits de petting. Alors il y a toute une économie très étrange de la faune sauvage en Afrique du Sud, parce qu'autour des parcs, il y a des gens qui font un business avec la vie sauvage, et notamment les lions, parce qu'il y a des touristes qui veulent caresser des lions. Donc il y a des gens qui prennent des lionceaux pour ce circuit particulier, mais dès que les lions sont trop grands et trop dangereux, ils les vendent à des gens qui les mettent sur des territoires de chasse, où ils sont là en fait pour être tués. Alors nous, on n'a pas tellement de point de vue sur la situation, mais il se trouve qu'il y a des gens qui s'occupent d'animaux qui sont comme ça abandonnés ou blessés. Et donc il y en a 2 qui sont très connus, il y a Kevin Schneider et il y a Kevin... Ah oui. Il y a Kevin Richardson. Et l'autre, Schneider, je ne sais plus son prénom. Dean Schneider. Donc vous les trouverez sur internet, c'est des mecs qui vivent avec leurs lions. Donc moi je me suis dit, ah là, on va aller les voir. C'est l'équivalent de Robert Redford. Ouais. Isabelle voulait absolument aller voir Kevin Richardson. Alors on a envoyé des tas de mails à Kevin Richardson. Sa femme nous a répondu super gentiment en nous disant que c'était le confinement et qu'il ne pouvait pas, quoi. Et ben on a trouvé juste son voisin. Juste son voisin qui connaît super bien, qui est beaucoup moins connu mais qui fait exactement la même chose. Donc on a passé un petit peu de temps avec Une semaine avec 3 lions et 11 guépards. Super. Donc déjà ça nous remettait, même si c'était en enclos, ça nous remettait un petit peu dans une logique de vie sauvage. Et puis ensuite on a vu, on regarde les détails, on a vu qu'avec un permis de travail on avait le droit de